3. La formation de l'unité nationale. Le cycle européen de construction nationale diffère donc du cycle ancien qui a conduit de l'État régional ou de la cité-État à l'Empire. Premièrement, en n'outrepassant pas son but pour procéder à une unification plus large, il n'a pas négligé les agrégats intermédiaires indispensables. Deuxièmement, en mûrissant lentement et progressivement par 3 étapes successives, il a pu établir l'unité sans détruire les éléments constituants ni les opprimer prématurément ou excessivement par le mécanisme d'unification. La première étape a suivi une longue oscillation de tendance centripète et centrifuge, pendant laquelle le système féodal a apporté un principe d'ordre et d'unité, fluide, mais tout de même organique. La deuxième étape a vu s'instaurer un mouvement d'unification et d'uniformité croissante, au cours duquel se sont répétés certains traits de l'ancien système impérial de Rome, mais avec une force moins écrasante et une tendance moins épuisante. Elle a été tout d'abord marquée par la création d'un centre métropolitain qui, comme Rome, a commencé par absorber les meilleures énergies de vie de toutes les autres parties. Un deuxième trait de ce mouvement d'unification a été la croissance d'une autorité souveraine absolue ayant pour fonction d'imposer à la vie nationale une uniformité et une centralisation judiciaire, administrative, politique et linguistique. Un troisième signe a été l'établissement d'une tête et d'un corps spirituel directeur qui ont servi à imposer la même uniformité dans la pensée religieuse, l'éducation intellectuelle et l'opinion publique. Poussée trop loin, cette pression unificatrice aurait pu s'achever d'une manière désastreuse, comme à Rome, si une troisième étape de révolte et de diffusion n'était pas venue briser ou subordonner les instruments qu'étaient la féodalité, la monarchie et l'autorité de l'Église, sitôt leur travail terminé, et n'avait remplacé ceci par un nouveau mouvement tendant à la diffusion de la vie nationale grâce à une organisation systématique et forte de la liberté et de l'égalité politique, légale, sociale et culturelle. Cette troisième étape cherchait donc, dans la nation moderne comme dans la cité ancienne, à doter toutes les classes et tous les individus des bienfaits d'une existence nationale libérée et à les faire participer tous aux libres énergies de la nation. En d'autres termes, si l'institution d'une hiérarchie sociale fixe semble avoir été une étape nécessaire pendant les premières tentatives de formation nationale, il fallait qu'elle se modifie et prépare sa propre dissolution afin que les étapes ultérieures deviennent possibles. Un instrument qui est bon pour un certain travail et dans certaines conditions déterminées devient nécessairement un obstacle s'il se perpétue quand les conditions changent et qu'un autre travail doit s'accomplir. Le cours des choses voulait que l'on passât de l'autorité spirituelle d'une classe et de l'autorité politique d'une autre à la centralisation de la vie commune de la nation grandissante sous une direction séculière plutôt que religieuse, ou si la tendance religieuse était trop forte dans le peuple pour séparer le spirituel du temporel, sous une direction nationale qui devint la source unique de l'autorité dans les deux ordres. Aucune unité nationale distincte ne peut réussir à se former sans la création d'une conscience politique. Il était donc particulièrement nécessaire que les sentiments, les activités et les instruments propres à cette création prissent le dessus pendant un temps et que tout le reste demeura à l'arrière-plan pour les soutenir. Une église ou une caste sacerdotale prépondérante qui se confine dans sa propre fonction est incapable de former l'unité politique organisée d'une nation, car elle est gouvernée par des considérations étrangères à la politique et à l'administration, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle leur subordonne ses propres sentiments et ses propres intérêts. Il ne peut pas en être autrement, à moins que la caste religieuse ou la classe sacerdotale ne deviennent aussi,
comme au Tibet, une classe politique qui gouverne réellement le pays. Depuis l'invasion du Tibet par la Chine communiste en 1950 et l'exil du Dalai Lama, il n'en est évidemment plus de même au point de vue politique. Une des étapes obligées du courant unificateur a été la concentration du pouvoir entre les mains d'une autorité monarchique puissante. Selon les idées démocratiques modernes, le monarque n'est tolérable que comme un personnage décoratif inopérant ou comme un serviteur de la vie de l'État, un centre commode du pouvoir exécutif, mais il n'est plus indispensable en tant qu'autorité réelle. Pourtant, on ne saurait trop exagérer l'importance historique d'une royauté puissante pour la formation du type national tel qu'il s'est effectivement créé au Moyen Âge. Même dans une Angleterre insulaire et individualiste, amoureuse de la liberté, les Plantagenets et les Tudors furent le noyau réel et actif autour duquel la nation a acquis une forme définie, une vigueur adulte. Et dans les pays du continent, le rôle joué par les Capétiens et leurs successeurs en France, par la Maison de Castille en Espagne et les Romanov ou leurs prédécesseurs en Russie, est encore plus frappant. Dans le cas des Romanov, on pourrait presque dire que sans les Ivan, les Pierre et les Catherine, il n'y aurait pas eu de Russie. Même dans les temps modernes, rappelons que ce texte fut écrit entre 1914 et 1920. Les peuples démocratiques ont observé avec étonnement et malaise le rôle presque médiéval joué par les Hohenzollern dans l'unification et le développement de l'Allemagne. Pareil phénomène ne leur était plus intelligible et leur semblait à peine sérieux. Nous observons le même phénomène dans la première période de formation des nouvelles nations balkaniques. En dépit de toutes les étranges tragicomédies qui l'ont accompagné, la recherche d'un roi qui pût centraliser et aider leur développement devient parfaitement intelligible si l'on comprend que c'est la manifestation sentimentale d'une ancienne nécessité, qui n'est plus si nécessaire maintenant, mais qui s'était fait sentir dans le mental subconscient de ces peuples. Le Mikado a joué le même rôle pour la transformation du Japon en une nation de type moderne. L'instinct des rénovateurs l'a fait sortir de sa réclusion impuissante pour satisfaire à ce besoin intérieur. En Chine révolutionnaire, l'essai de brève dictature pour convertir le pays en une nouvelle monarchie nationale, il s'agit, rappelons-le, d'un ambitieux sans génie, le général Yan Shekai, qui, par la constitution du 1er mai 1914, et après avoir écarté Sun Yat-sen, est devenu dictateur. Il projetait de se faire nommer empereur lorsqu'il mourut à point nommé en 1916. Peut tout autant être attribué à ce même sentiment, exprimé par un esprit pratique, qu'à une simple ambition personnelle. Remarquons que même l'idéalisme démocratique de la pensée moderne en Chine a été obligé de se cristalliser autour d'un chef, un Sun Yat-sen ou un Chiang Kai-shek, et que la force de l'inspiration a dépendu du pouvoir de ce centre vivant. Il semble que Mao Tse-tung ait joué par la suite un rôle similaire. Le sentiment du grand rôle joué par la royauté dans la centralisation et la formation de la vie nationale au stade le plus critique de sa croissance explique la tendance générale en Orient et assez fréquente dans l'histoire de l'Occident à investir celle-ci d'un caractère presque sacré. Ce même sentiment explique également la loyauté passionnée avec laquelle les grandes dynasties nationales ou leurs successeurs furent servis, même au moment de leur dégénérescence et de leur chute. Mais la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, le monarque absolu, quel que fût son rôle salutaire, eut toujours pour corollaire la suppression des libertés individuelles. C'est ce qui explique la sévérité, toute naturelle, bien que peu scientifique,
avec laquelle la pensée moderne a jugé le vieil absolutisme monarchique et ses tendances. Car c'est toujours un mouvement de concentration, de resserrement, d'uniformité, de contrôle rigoureux et de direction à sens unique. Universaliser une loi, un gouvernement, une autorité centrale est le besoin de l'heure et par conséquent, l'esprit du mouvement est d'imposer et de centraliser l'autorité, de restreindre ou de supprimer complètement la liberté et les libres variations. En Angleterre, la période de la nouvelle monarchie depuis Édouard IV jusqu'à Élisabeth, en France, la grande période des Bourbons depuis Henri IV jusqu'à Louis XIV, en Espagne, l'époque qui va de Ferdinand à Philippe II, en Russie, les règnes de Pierre le Grand et de Catherine, furent les époques où ces nations sont parvenues à leur maturité, se sont formées pleinement, ont consolidé leur esprit et établi une robuste organisation. Ce furent des périodes d'absolutisme ou de tendance à l'absolutisme, durant lesquelles se fonda, ou tenta de se fonder, une certaine uniformité. Sous des dehors plus primitifs, cet absolutisme cachait déjà un renouveau de l'idée étatique et du droit de l'État à imposer sa volonté à la vie, à la pensée et la conscience du peuple afin d'en faire un unique corps et un unique esprit, indivisible, parfaitement efficace et parfaitement dirigé. C'est ce que démontrent maintenant avec une intéressante perfection la Russie, l'Allemagne et l'Italie, l'idée totalitaire. Si nous partons de ce point de vue, nous comprendrons plus clairement les efforts des Tudors et des Stuarts afin d'imposer au peuple non seulement l'autorité monarchique, mais l'uniformité religieuse. Et nous saisirons le vrai sens des guerres de religion en France, de la domination de la monarchie catholique en Espagne avec ses atroces méthodes d'inquisition, de la volonté tyrannique des tsars absolus en Russie pour imposer aussi une Église nationale absolue. La tentative a échoué en Angleterre, car, après Élisabeth, elle ne correspondait plus à un besoin réel. La nation était déjà bien formée, solide, et à l'abri des forces de démembrement. Il a réussi ailleurs, en des pays aussi bien protestants que catholiques, et dans les rares cas où le mouvement absolutiste n'a pas pu se produire ou a échoué, le résultat, comme en Pologne, a été désastreux. Certainement, c'était partout une violence à l'âme humaine, mais ce n'était pas simplement l'effet de quelque méchanceté naturelle des dirigeants. C'était une étape inévitable dans la formation de l'unité nationale. 4. De l'abus à la chute. Au cours de cette évolution, l'État monarchique a écrasé ou subordonné les libertés religieuses des hommes et fait d'un ordre ecclésiastique servile ou complaisant le prêtre de son droit divin et de la religion la servante du trône séculier. Il a détruit les libertés de l'aristocratie tout en lui laissant ses privilèges. Et encore ceci ne lui était-il laissé que pour soutenir et étayer le pouvoir du roi. Après s'être servi de la bourgeoisie contre les nobles, il a détruit ses libertés civiques réelles et vivantes chaque fois qu'il le pouvait, et ne lui a laissé que quelques formes extérieures de liberté avec sa part de droits et de privilèges spéciaux. Quant au peuple, il n'avait aucune liberté à perdre. Ainsi, l'État monarchique a concentré entre ses mains toute la vie de la nation. L'Église l'a servi avec son influence morale, les nobles avec leur tradition et leur aptitude militaire, la bourgeoisie avec le talent ou la chicane de ses hommes de loi, avec le génie littéraire ou le pouvoir administratif de ses érudits et de ses penseurs, avec le talent naturel de ses hommes d'affaires. Le peuple a payé les impôts et servi de son sang les ambitions personnelles et nationales de la monarchie. Mais toute cette structure puissante, cette organisation étroitement tissée, était condamnée par son triomphe même et prédestinée à l'écroulement d'une chute brutale,
ou d'une abdication graduelle plus ou moins involontaire devant les influences et les nécessités nouvelles. C'est en France que la confusion causée par le séparatisme féodal et les juridictions féodales avait créé les plus formidables difficultés, et cependant, c'est là qu'elles furent résolues et éliminées avec le plus de succès, par une constante insistance centralisatrice et par une violente réaction finale contre les survivances féodales. La monarchie centralisatrice, amenée au pouvoir suprême par les leçons répétées des invasions anglaises, de la pression espagnole et des guerres civiles, a inévitablement évolué vers cet absolutisme, si remarquablement personnifié par la grande figure historique de Louis XIV. Son mot célèbre « L'État, c'est moi » exprime vraiment le besoin que ressentait le pays. Un besoin de développer un pouvoir souverain incontesté qui concentra en lui toute l'autorité militaire, législative et administrative, par opposition à l'organisation fluide et presque chaotique de la France féodale. Le régime des Bourbons cherchait d'abord la centralisation et l'unité administrative, et accessoirement un certain degré d'uniformité. Il ne réussit pas entièrement dans cette dernière tâche, parce qu'il dépendait de l'aristocratie qu'il avait remplacée, mais à laquelle cependant il était obligé de laisser les débris confus de ses privilèges féodaux. La Révolution fit bon marché de cette aristocratie et balaya les reliques de l'Ancien Régime. La structure monarchique a été tolérée et supportée aussi longtemps que la nation sentait consciemment ou subconsciemment sa nécessité et sa justification. Dès que son rôle eut été rempli et que son utilité eut disparu, la vieille contestation est revenue, dès lors pleinement consciente, et il n'était plus possible de la repousser ni de la supprimer d'une façon permanente. En faisant de l'ordre ancien un vulgaire simulacre, la monarchie avait détruit ses propres fondements. L'autorité sacerdotale de l'Église, une fois contestée pour des raisons spirituelles, ne pouvait plus longtemps subsister par des moyens temporels, par l'épée et la loi. L'aristocratie, qui avait gardé ses privilèges en perdant ses fonctions réelles, était devenue odieuse et contestable pour les classes inférieures. La bourgeoisie, consciente de son talent, irritée par son infériorité sociale et politique, éveillée par la voix de ses penseurs, prit la tête du mouvement de révolte et fit appel à la populace. Les masses, muettes, opprimées, douloureuses, se soulevèrent avec le nouvel appui qu'on leur avait autrefois refusé et renversèrent toute la hiérarchie sociale. D'où l'effondrement du monde ancien et la naissance d'un âge nouveau. Partout où tu vois une grande fin, sois sûr d'un grand commencement. Quand une douloureuse et monstrueuse destruction épouvante ta pensée, console-la avec la certitude d'une vaste et grande création. Dieu est là, non seulement dans la petite voie tranquille, mais aussi dans le feu et dans le tourbillon.